Vous l'attendiez tous, voici le top des années 2000. On vous a concocté la crème de la crème en termes de séries des années 2000. C'était une période qui était très riche en séries. On va le voir ensemble. Comment vas-tu, Greg? Ça va très bien. Et je pense qu'on peut même dire que c'est la meilleure, c'est la décennie des séries. C'est la décennie des séries, donc on a sélectionné pour vous un certain nombre de séries qui ont été diffusées entre 2000 et 2009, à une exception près, mais ça on vous en parlera quand on y arrivera. Greg, je te propose de commencer. Ok, bah alors on va commencer par une série danoise, ce qui sera à peu près la seule série non américaine de la liste. C'est The Killing, qui d'ailleurs a été reprise, repompée par les Américains, qui ouais, ils ont fait un remake. Donc c'est une série danoise, donc je te laisse pour le synopsis. Donc c'est une série policière qui tourne autour d'un meurtre d'une jeune fille, enfin d'une petite fille, et donc une commissaire qui est détachée justement sur cette enquête pour trouver qui est le meurtrier de cette petite fille. Et en fait, l'enquête prend une ampleur, on va dire, politique tout au long de l'enquête. Voilà. Donc c'est une série qui est très sombre, qui est vraiment typique des séries scandinaves, et on peut dire, après je sais pas, tu me diras si je me trompe, Greg, mais ça fait partie vraiment des séries scandinaves qui ont de laquelle ont découlé beaucoup de séries. Je pense notamment la série Bron, Bron, qui a été aussi reprise par les Américains. C'est la série The Bridge. Et c'est une série qui a une super ambiance, un casting très bon, et notamment l'actrice principale, Sofia Grabul. Alors, je sais pas comment on dit. Ton danois est rouillé. Mon danois est un peu rouillé malgré qu'on ait fait Speak No Evil récemment. C'est vrai. Vous pouvez aller checker la vidéo un peu plus haut. Et voilà, enfin, tout ce que j'ai à dire, c'est une série qui a tourné sur 3 saisons, testé la première saison, qui est vraiment pour moi la meilleure, Et qui a une vraie conclusion du coup. et qui a une vraie conclusion, c'est-à-dire elle peut être vue uniquement la première saison, pas besoin de voir la suite, pas de twist à la fin qui vous pousse à regarder les saisons suivantes. Du coup, juste un mot, en fait, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est un côté assez réaliste. Et en effet, ce côté froid un peu que on peut retrouver des fois dans les séries danoises et autres, froid et assez sombre. Mais ce côté un peu réaliste qui est sympa, avec une policière en plus. Voilà, ça change un peu. Et très bonne ambiance sonore, qui d'ailleurs a été reprise à l'identique pour la série américaine. Ça valait le coup de faire un remake. Exactement. Euh, on passe à la série suivante. Donc la série suivante, c'est Aristide Development. Série avec Jason Bateman et Michael Cera. Pour le casting, après je te laisserai dire un peu le synopsis qui est un peu... Voilà, je te laisserai le synopsis. C'est gentil. Jason Bateman, depuis on a vu dans pas mal de séries qu'on voit régulièrement, qui est quelqu'un qui tourne depuis très longtemps. Enfant, il a fait des choses comme La petite noce dans la prairie, ce genre de choses. Donc c'est un visage qu'on a déjà vu. Au cinéma, il a fait Comment tuer mon boss, enfin plein de choses. Et Michael Cera, que moi personnellement j'ai découvert dans Aristide à l'époque, qui est plutôt un acteur assez drôle et qu'on a pu retrouver entre autres après au cinéma dans Supergrave ou Scott Pilgrim. Voilà pour le casting. Pour le synopsis, je te laisse la place. Ok. Alors déjà, il s'agit d'une comédie, donc on est sur des épisodes qui durent une vingtaine de minutes chacun. Il y a eu 5 saisons, mais bon, après on vous expliquera en fait comment s'est déroulé, parce qu'il y a eu de grosses coupures entre différentes saisons. Le synopsis, c'est donc une famille qui ne tient financièrement que sur l'empire donc du père de Michael Blues, qui est joué par Jason Bateman. Cet empire s'effondre lorsque donc son père est arrêté pour malversation financière. Et en fait, toute la famille, qui est composée que de gens qui ne pensent qu'à leur gueule, qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'à faire des crasses aux autres pour en tirer bénéfice pour eux-mêmes, se retrouve sans rien. Et donc c'est le personnage joué par Jason Bateman qui prend le rôle entre guillemets de parent
pour essayer de garder la tête hors de l'eau à cette famille. Alors, c'est une série qui est très 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 originale, qui est très drôle, qu'il faut regarder si possible en VO pour, oui, vraiment en VO, oui. Pour récupérer toute la substance, les jeux de mots, les blagues. À noter qu'il y a un narrateur qui est joué par... qui est joué, parce que la narration c'est un jeu, comme tu le dis si bien Greg, qui est joué par Ron Howard, qui était Richie Cunningham dans Happy Days, et qui a été également un grand réalisateur. Je te laisse donner un ou deux films. Le piège. Ça va arriver. Putain, j'ai les Cocoon. Oui, Cocoon, mais c'est pas le plus connu. Mais je pensais à celui que j'ai pas aimé, Da Vinci Code. Ah oui, Da Vinci Code. Cocoon, Okay, Da Vinci Code, Backdraft. Voilà, et puis d'autres. Ok, c'est bien déjà. C'est déjà bien, déjà. Ouais. Il y en a plein d'autres, mais voilà, j'ai ceux-là en tête. Donc sur le casting, Greg, tu parlais de Jason Bateman, de Michael Cera. Il y a aussi des acteurs un peu moins connus, mais qui sont très très bons. Notamment Portia de Rossi, qu'on a vu dans une série qui doit être... Ali McBeal, qui joue vraiment la grognasse de base. Je sais pas si on a le droit de le dire. Jeffrey Tambor qui joue donc le père de la famille, qui est en cavale et qui finit en prison également, qui lui a eu quelques petits problèmes d'ordre, j'allais dire sexuel, mais ça se dit pas sur YouTube. Il était arrêté pour agression sexuelle ou je sais pas quoi, ou il s'est fait virer pour agression sexuelle. Jeffrey Tambor, Jessica Walker qui joue la mère de famille et qui est excellente en mère alcoolique, agressive, ultra toxique, et après plein de guests notamment qui sont des récurrents comme Henry Winkler qui jouait Fonzie dans Happy Days, qui est excellent. Et également Liza Minnelli qui joue la voisine et qui est une actrice qui a beaucoup d'humour. Et oui. Ouais. On a déjà vu dans d'autres choses où elle aime bien des fois s'auto-parodier, ou même en tout cas elle a pas mal d'humour, et là si je me souviens bien, parce que j'ai vu la série longtemps, elle fait une espèce de vieille je sais pas si elle est pas alcoolique, elle. Non, elle est pas alcoolique, peut-être pas, mais elle aime bien les petits jeunes. Elle aime bien les petits jeunes, c'est ça. Donc voilà, enfin j'en loupe sûrement, mais en fait c'est une série qui est super originale dans la narration. Voilà, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal, même si tout tourne autour de Jason Bateman qui essaye de rattraper les merdes de la famille. Mais sur un épisode, on peut voir l'ensemble des personnages, on voit des situations qui se croisent, des quiproquos, etc. C'est une super bonne série. Et juste pour prévenir, pour pas être surpris, d'un point de vue visuel, on est plus proche d'un sitcom que d'une série télé vraiment. La façon dont c'est filmé, l'éclairage et tout, on est quand même plus sur un truc un peu plus sitcom. C'est vrai. Sans les rires enregistrés. Comme je le disais au début, c'est qu'il y a eu 3 saisons qui se sont enchaînées. Donc dans les années 2000, il y a eu un gros trou et la saison a repris en 2013, je crois me souvenir, suite à la pression des fans. Donc les droits de la série ont été rachetés par Netflix auprès de la Fox, et ce qui a donné lieu donc à une 4e saison qui est très chaotique, et ensuite une 5e saison qui a eu lieu en 2018, de 2018 à 2019. Donc on retrouve l'ensemble du casting de mémoire, mais si j'avais un conseil à vous donner, contentez-vous déjà des 3 premières saisons qui sont exceptionnelles, et après si vous êtes curieux, allez voir les 2 dernières saisons. On passe à la suite. La prochaine série, ce sera Six Feet Under. Donc Six Feet Under, série avec Michael C. Hall, que on a pu voir par la suite dans Dexter. C'est l'histoire d'une famille qui a une entreprise de pompes funèbres, une entreprise familiale, et le père meurt au début, et en fait les fils, la fille et la mère doivent récupérer et faire fonctionner l'entreprise, qui était beaucoup plus gérée par le père à la base. Et donc on suit un peu la famille autour de l'entreprise et aussi en interne, et les différents personnages. Et la chose à noter, dont on avait parlé je crois d'ailleurs dans une ancienne vidéo, c'est que chaque épisode commence par le décès de quelqu'un. Donc on voit quelqu'un décédé, et après eux vont s'occuper du corps, et on les voit après gérer ça entre autres, mais après on voit leur vie autour de cet événement. C'est le premier rôle de Michael C. Hall à la télévision, sachant qu'il ne faisait que du théâtre à l'époque. Et puis après, quant au casting, on retrouve des acteurs plus ou moins connus, mais qui sont excellents. Alors dans les acteurs connus, mais un peu anciens, il y a James Cromwell, on voit souvent sur des séries, je crois. Et Frances Conroy,
aussi. Donc, Frances Conroy qui joue la mère du personnage joué par Michael C. Hall et de l'autre fils qui est Peter Krause, également très bon. Donc c'est une super série qui parle de la mort, parle du deuil. De la famille aussi. Et de la famille, des relations dans la famille. Et à noter que, vu l'époque, même si la série date du début des années 2000, on peut noter que le personnage de Michael C. Hall est homosexuel. Et donc on voit sa relation avec son petit ami, etc. Donc qui est abordée de façon plutôt intelligente. En fait, il y a un côté, je trouve, dans la série, il y a aussi comment les gens arrivent à trouver leur place dans la famille et aussi dans la société en général. Donc c'est un peu des gens qui se recherchent et qui essayent de trouver leur place au milieu de tout ça. Pour information aussi, le créateur c'est Alan Ball. Et Alan Ball a fait, niveau série, il a fait donc True Blood par la suite, une série vampire sympathique, un peu légère mais un peu sympathique, voilà, surtout au début. Et aussi, intéressant à savoir, il est scénariste du film American Beauty de Sam Mendes, donc qui est plutôt un excellent film, très très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Et donc voilà, donc c'est le créateur de Six Feet Under. Et justement, je dis ça aussi parce que dans American Beauty, l'histoire, c'est un père de famille qui est perdu un peu dans la place qu'il a dans son couple et qui un peu pète les plombs. Mais on revient en fait sur ce côté personnage qui cherche sa place dans la société, qui recherche sa place dans sa famille en fait. Ce qu'on retrouve du coup dans Six Feet Under. Ouais, c'est vrai qu'il y a un rapprochement. Ouais. On passe à la série suivante. La série suivante, c'est Deadwood. C'est une série dite western. C'est sur une petite ville qui s'appelle Deadwood, qui est en train d'avancer, on va dire, vers la civilisation moderne. Et on voit un peu la vie, la façon ce qui se passe dedans, les trahisons et la violence qu'il peut y avoir dans cette ville qui était donc époque western. C'est une série qui a comme interprète principal Timothy Olyphant, que personnellement à la base je n'appréciais pas trop, mais que j'aime plutôt bien dans cette série. En fait, j'avais été plutôt surpris par son personnage. Et il y a un autre acteur qui s'appelle Ian McShane, qui fait le méchant, entre guillemets, le gars un peu bourru de la série, qui est excellent et qu'on a revu après dans d'autres séries. J'ai plus les noms en tête, mais qu'on a un peu revu. C'est un visage qui est un peu connu. Voilà. Et à savoir que on retrouve des personnages ayant existé, ou du moins des noms connus de l'époque de l'Ouest américain. J'en ai en tête Calamity Jane. Voilà, Calamity Jane notamment. Ouais. Et bon, c'est une série donc, qui a fait 3 saisons, super qualité, super casting, l'image magnifique. On est vraiment en immersion en fait dans cette époque-là, c'est-à-dire une époque qui était un peu crade, qui était un peu poussiéreuse. Il y a eu 3 saisons et un film. Un film qui est sur HBO, que personnellement j'ai pas vu encore. Moi non plus. Qui se passe, je crois, 10 ans après. 10 ans après la fin de la série. Alors effectivement, c'est une série HBO et étonnamment, il n'y a que le film qui est disponible sur la plateforme Max et pas la série encore. Donc ça aurait été intéressant qu'ils mettent à disposition cette série qui doit être disponible sur une autre plateforme de streaming, mais je ne peux pas dire laquelle. Une dernière chose, pour ceux qui se diraient, moi les trucs de cow-boy et tout, ça me saoule, on n'est pas là-dessus uniquement, hein. On est vraiment sur les liens dans une petite ville, les crasses que les gens peuvent se faire, la façon dont ils vivent ensemble. Il y a un côté politique aussi, parce que je crois que quand la série commence, ils préparent des élections. Voilà, on est dans un cadre western, avec le côté un peu crade, comme disait Vianney, mais autour de ça, les personnages sont bien travaillés, bien développés, les relations entre eux sont bien travaillées, donc c'est hyper intéressant. Série suivante. La série suivante, c'est Battlestar Galactica. Série qui est inspirée d'une série de 78 qui s'appelait Galactica. L'histoire, c'est des humains, en fait, qui vivent sur une autre planète que la Terre, ça a son importance, qui, 40 ans auparavant, étaient en guerre avec des robots humanoïdes qu'ils avaient créés. Et ils avaient réussi en fait à trouver un accord avec eux et ces robots étaient partis de la planète. Et 40 ans après, ils ont un peu fini la déconstruction de tout ce qui est armement, tout ça, parce qu'ils sont passés depuis un certain temps à la paix et il n'y a plus de problème. Et au moment où ils doivent fêter ces 40 ans de paix, les robots reviennent sur la planète pour les détruire et pour tuer tout le monde, tuer l'humanité. Et un groupe de personnes réussit à s'évader sur le vaisseau Galactica et décide de retrouver leur planète d'origine, c'est-à-dire la Terre, pour essayer de survivre. Mais le problème, c'est que ces robots humanoïdes, qui s'appellent les Cylons, je crois, si je me souviens bien, décident de les poursuivre pour finir le travail. Voilà. Donc on sera sur une histoire, en fait, on sera sur la vie, sur le vaisseau, où on est entre les histoires entre les gens qui essayent de poursuivre leur vie sur le vaisseau en attendant d'arriver sur Terre, et le fait aussi que les Cylons les poursuivent.
Et voilà, on est autour de ça. Pas mieux. Écoute, là, excellent. Excellent. Non, si. C'est la série qui m'a initié aux séries de science-fiction. Enfin, pour moi, c'est Moi aussi, ouais. la seule, l'unique pour l'instant. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres derrière. Les fans de Star Trek vont nous chier dessus, mais effectivement, je pense que c'est vraiment la série emblématique en termes de science-fiction. Ouais. Et j'avais regardé un peu quand j'étais ado Babylon 5, qui se rapprochait un peu de ça aussi. Mais là, Battlestar, c'est vraiment au-dessus, je trouve. Vraiment, vraiment nettement au-dessus. Dans les séries plus récentes, moi j'aurais The Expanse, qui est vraiment qui s'en rapproche beaucoup. Du coup, la prochaine série, je te laisse. C'est The Office. Alors, peut-on faire un top sans citer cette série The Office que aujourd'hui tout le monde connaît? Enfin, je pense. Même si les gens l'ont pas vu, il y en a plein, je pense, qui l'ont pas vu, mais qui connaissent. Au moins de réputation, ils la connaissent. Oui, par les réputations et par les différents extraits vidéo ou gifs qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les mêmes. Les mêmes de Michael Scott, de Jim Halpert, etc., etc. Donc, est-ce qu'on a besoin de rester longtemps dessus? Je vais juste insister sur une chose, moi, je vais insister sur Steve Carell, quand même. Parce que Steve Carell, je l'avais vu avant The Office, j'avais dû le voir dans 40 ans toujours puceau, ce genre de choses. Je m'étais dit, c'est un acteur, il est marrant, vite fait, c'est rapide. Et quand j'ai vu The Office, il m'a vraiment scotché, quoi. Parce qu'il arrive tellement à mettre une nuance sur son personnage. Des fois, il est insupportable, on a envie de lui mettre des baffes. En même temps, je trouve qu'on aime beaucoup le personnage parce qu'il y a un côté tendre au personnage. Des fois, c'est une espèce d'imbécile très gentil. Et des fois, son imbécilité est à la limite de la méchanceté, mais il ne s'en rend pas totalement compte. Il a fait un personnage qui est vraiment super intéressant et qui, des fois, nous fait passer de j'aime beaucoup le perso à j'ai envie de le claquer parce que c'est insupportable. Et on voit, en fait, toute une panel de jeux, je trouve, de Steve Carell dans The Office qui est hyper intéressante, en fait. Quand on voit Steve Carell, on se dit vraiment, lui, on peut le mettre dans une comédie très drôle, on peut le mettre dans un drame, on sent qu'on peut le mettre partout, quoi. Et on voit vraiment que c'est un excellent comédien. Et il est bien entouré avec John Krasinski, donc qui joue Jim Halpert, et Rainn Wilson, notamment, qui sont vraiment très bons autour de lui. John Krasinski, qui est aussi pas uniquement bon en tant qu'acteur, puisqu'il est aussi maintenant devenu réalisateur, puisqu'il a fait entre autres Sans un bruit, un film d'horreur qui a plutôt eu une bonne réputation. Et il a fait dernièrement Blue Company, qui est un film plus pour les enfants, mais il est réalisateur maintenant, et il se roule plutôt bien après, voilà. Et juste une petite chose quand même à préciser, la série est un remake d'une série anglaise, mais qu'on accepte, celle-ci on l'accepte, on accepte ce remake, une série anglaise de Ricky Gervais qui est un humoriste, acteur anglais qui est excellent, je vous conseille de regarder ses spectacles par exemple, ou de regarder aussi la série Extra de Ricky Gervais qui était très très bien. Enfin bon, en tout cas Ricky Gervais a fait une ou deux saisons je crois en Angleterre, de The Office. Après, il a arrêté et les Américains ont racheté ça. Et eux, ils en ont fait au moins 5 saisons, je crois. Plus 7-8, oui. 7-8 saisons, voilà. Donc, ils ont débordé largement de la série originale. Mais voilà, à la base, c'est une création de Ricky Gervais. Qui avait toujours un œil, je crois, d'ailleurs, sur la version américaine, au moins au début. Oui, c'est possible. Ouais. Et à noter que on entend de plus en plus de façon insistante le fait qu'il va y avoir une nouvelle série The Office. Je me suis pas renseigné, mais si en commentaire vous avez des informations, n'hésitez pas à nous informer sur cette suite qui, je l'avoue, me fait un peu peur. Sachant qu'on ne retrouvera pas Steve Carell ou les acteurs principaux. Ouais. On a donné le synopsis ? Pas du tout. Peut-être on peut donner le synopsis. C'est le quotidien des employés de bureau d'une entreprise de vente de papier en Pennsylvanie. Donc une entreprise qui s'appelle Dunder Mifflin, qui est dirigée par le responsable qui est Michael Scott. Donc petite entreprise avec des gens qui font de la bureaucratie basique, qui s'ennuient un peu au boulot, qui veulent pas, voilà, c'est des gens assez simples, qui se prennent pas la tête au boulot, et qui ont un responsable qui est un peu trop actif et qui est toujours à vouloir faire des choses plus ou moins intelligentes. Et voilà, et c'est la vie de cette petite entreprise. Au format mockumentary. Oui, parce que ça a été repris un peu sur des séries moins bonnes comme Fiasco. Tiens, dont vous pouvez retrouver notre vidéo ici. Donc la prochaine série, ce sera Rome.
série en 2 saisons qui a été arrêtée par manque de moyens, en tout cas parce qu'elle coûtait trop cher. Rome, ça se passe à l'époque de Jules César, et en fait, le pouvoir en place s'inquiète en fait de la remise en question de leurs privilèges. Donc c'est une époque où la tension monte très fort entre le peuple et les gens au pouvoir. Il n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Peut-être faut regarder. Peut-être c'est une sorte de documentaire en fait. Je pense que c'est un petit documentaire, ouais. Donc comme l'a dit Greg, une série en 2 saisons avec un budget incroyable pour l'époque. Enfin, pour l'époque, c'était la série la plus chère de tous les temps. Et franchement, ça se voit en termes de décors, de costumes. Une série créée par Bruno Heller, qui est le créateur de la série The Mentalist. C'est la série préférée de Greg. Et également de la série Gotham, que je trouve un peu plus sympathique que The Mentalist. Est-ce que tu veux en parler, Greg ? Je vais vous dire, si vous voulez voir un truc à cette époque-là, on sait qu'il y a eu Those About to Die qui est sorti il n'y a pas longtemps et on a fait une vidéo dessus et c'est vraiment pas intéressant du tout. Donc plutôt que de regarder les dernières séries, revenez sur Rome. Je pense que là-dessus, sur cette époque-là, je pense que c'est vraiment ce qui a été fait de mieux. Hein. Vous avez tout, complot politique, violence, vous avez plein de choses en fait dans cette série. C'est juste le défaut de la série, c'est juste que quand vous arrivez à la fin de la 2e saison, c'est frustrant de se dire que ça s'est arrêté là, quoi. On aurait bien aimé un peu plus. Voilà. Pour moi, le meilleur César, je trouve. De tout ce que j'ai vu. Il dépasse Alain Delon. Ah ouais, pourtant c'était pas facile. Oui, je sais. Ouais. Comment il s'appelle ? Ciaran Hinds, qu'on voit notamment dans l'excellente série The Terror, que je vous invite à regarder également, qui est une série un peu plus récente. Et puis surtout un duo d'acteurs, les personnages de Lucius et Titus Pulo. Lucius étant le supérieur hiérarchique de Titus Pulo. Donc il se retrouve dans des aventures assez intéressantes. Du coup, au point où on en est là, western, Deadwood, romantique, Rome. Voilà, déjà, vous avez des trucs d'époque qui sont bien à regarder. On passe à la série suivante. Donc la série suivante, c'est une série qui est un tout petit peu connue, c'est Lost. Lost a vraiment marqué ça a vraiment été un événement dans la série télé. Il y a eu avant et après Lost. Lost, je pense que globalement tout le monde a entendu parler. Et, tout le monde n'a pas vu, puisque je vois que Lost a été mis il n'y a pas longtemps sur Netflix, non ? Oui, c'est ça, ouais. Et je vois qu'il y a des gens qui la découvrent, donc c'est très bien. Elle a une réputation, malheureusement, des fois qui n'est pas bonne, parce que la fin a été un peu écrite vite fait. Donc là, voilà, sur la fin, on n'est pas sur un truc fabuleux. Mais tout le début est vraiment excellent. Donc c'est l'histoire d'un avion qui s'écrase sur une petite île. Et les quelques survivants qui sont sur cette île vont essayer déjà de survivre et essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'il va y avoir plein de phénomènes autour d'eux. Et donc voilà, donc on est autour de ça, je ne vais pas en dire trop, hein, parce qu'après il se passe plein de choses dans Lost. Malheureusement, je reviens sur la fin, tout ce qui se passe n'a pas une solution. Oui, il y a beaucoup de mystères qui ne sont pas obligatoirement élucidés. C'est ça. La différence entre Lost et toutes les séries dont on a parlé maintenant, alors peut-être à l'exception de The Office, mais toutes les séries pratiquement dont on a parlé jusqu'à maintenant sont des séries HBO, donc c'était des séries qui avaient une audience qui était très limitée, parce que HBO c'était une chaîne à péage du type Canal+, on va dire. La différence, c'est que Lost, c'est une série qui est arrivée sur une chaîne grand public et avec un pilote qui est incroyable, quoi. Je crois que c'est un des meilleurs épisodes pilotes en termes d'action, de choses comme ça que j'ai vu. Avec une surprise en plus. Enfin, je pense que ça joue sur le pilote, c'est que quand la série est arrivée, elle nous a mis un casting inconnu, quoi. Enfin, pour ainsi dire inconnu. Donc il y a une série qui arrive comme ça, personne ne l'attend plus que ça. Casting, des têtes, on les connaît à peine ou peu. Et ils nous sortent un épisode pilote qui est hallucinant. Donc déjà, il y a une accroche dès le début. Ouais. Alors ils ont mis énormément de budget et ce qu'on a appris après, c'est que les créateurs de Lost ont essayé de cacher au maximum le fait qu'il allait y avoir des mystères ou un côté un tout petit peu surnaturel, étrange dans la série. Ils ont caché ça le plus longtemps possible, pas aux producteurs, surtout aux dirigeants de la chaîne, parce que les dirigeants de la chaîne ne voulaient pas du tout de trucs fantastiques. Juste une chose, en fait, parce que des fois je vois un peu, surtout les plus jeunes,
qui ont des fois du mal à comprendre pourquoi on parle autant de Lost, pourquoi elle a autant marqué. Nous, on l'a regardée pendant qu'elle était diffusée à l'époque. On était plutôt très fans. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que il y avait plein d'indices, plein de choses. En fait, ils sont amusés à cacher des choses. Pour vous dire, il y a des moments où il y a des choses qu'on peut voir en mettant l'image au ralenti, par exemple. Il y a des choses, il faut mettre l'image au ralenti. Il y a des choses qui étaient à décrypter. Il y a des choses que vous ne retrouverez plus maintenant, mais qui à l'époque en rajoutaient. Par exemple, il y avait des faux sites Internet. Je me souviens qu'à l'époque, la compagnie d'avion, ils avaient fait un site sur la compagnie d'avion et quand on mettait des bons codes, on avait des infos où on retrouvait des choses. Donc c'était un puzzle complet Lost. Donc il y a ça aussi qui à l'époque a vraiment marqué, parce qu'en plus ils ont joué avec Internet, ce qui à l'époque n'était pas du tout habituel. Voilà, donc c'était vraiment un truc de dingue. Le scénar est assez fou. Il y avait tous ces éléments cachés, il y avait tous ces jeux-là. Le seul problème en effet, c'est que je crois de mémoire ils étaient partis sur peut-être 3 saisons et que la série a tellement cartonné qu'à mon avis les producteurs leur ont dit on pousse. Donc ils sont repartis sur de la réécriture, ce qui fait qu'on a une saison qui est assez fade parce qu'on sent qu'ils sont en train d'écrire certainement les dernières saisons et du coup on se retrouve sur là où les dernières saisons où finalement tout ça retombe et là je pense que les producteurs ont dû leur dire le contraire en leur disant va falloir arrêter. Donc du coup à la fin ils finissent par arrêter la série en zappant des trucs. Donc c'est pour ça que la première moitié est dingue, la deuxième moitié est plus faible en fait, parce qu'il y a eu une erreur qui a été faite. Je pense qu'il aurait fallu qu'elle dure peut-être 3 saisons et que ça s'arrête. Ils ont poussé le bouchon et comme souvent, du coup le résultat est pas fou, quoi. C'est ça qui est dommage, ils ont un peu gâché la fin, mais je pense que même en gâchant la fin, la série est quand même à voir. Il y a eu une valse de scénaristes, il y a même le showrunner, c'était quoi? C'était J.J. Abrams, je crois. Un moment, il est parti, il est revenu. L'ambiance n'était pas très bonne, que ce soit entre scénaristes ou entre les scénaristes, les acteurs. Donc ça s'est dégradé. Je crois que c'est à partir de la saison 3, hein, comme tu dis. Les 3 premières saisons sont déroulées plutôt correctement et ça s'est un peu barré en couille, que ce soit au niveau de la série pour nous en tant que spectateurs et en interne. De mémoire, je pense que pendant la saison 4, ils doivent être en train d'écrire la fin, ou en train d'écrire les saisons suivantes. Et de mémoire, je crois que la saison 4, elle est un peu molle. On change, ils se cherchent un peu en fait. Donc, Il y a eu des grèves de scénaristes aussi. Ouais, il y a eu aussi oui, c'est vrai qu'il y a des grèves de scénaristes. Donc, voilà. Mais bon, la série est quand même à voir, parce que déjà, elle a marqué l'histoire des séries. C'est certainement cette série qui a fait qu'après, il y a eu un boom énorme des séries. C'est à partir de là que tout le monde s'est dit, faut faire des séries. Les séries fonctionnent, les gens veulent voir des séries. Et donc, elle a quand même, voilà, il y a un avant et après Lost, donc la série à voir. Mais ils ont donné l'exemple des mystères non résolus à pas mal de séries. Mais ça, c'est peut-être pas une bonne chose. Non. On passe à la série suivante. Ouais, alors la série suivante, c'est Band of Brothers. C'est une série qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On suit la Easy Company, qui est une compagnie américaine de l'armée américaine qui a vraiment existé. C'est une série qui découle en fait du film Il faut sauver le soldat Ryan. En fait, suite au film Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg et Tom Hanks ont décidé de continuer leur travail, on va dire, sur la Seconde Guerre mondiale et sont partis sur Band of Brothers. Donc c'est une série courte, elle fait 10 épisodes d'1 heure. On suit donc l'histoire de cette compagnie. Chose intéressante, même excellente, c'est que chaque épisode, sur chaque début d'épisode, on voit des personnes qui étaient vraiment dans les compagnies qui disent on les entend dire 2-3 mots et puis après on voit l'épisode. Bien évidemment, on ne sait pas qui est quel personnage, puisque dans le récit, certains personnages vont mourir. Donc, pour ne pas spoiler, on ne sait pas qui est qui. On le saura à la fin, par contre. À la fin, il vous dévoile quel personnage correspond à quelle personne que vous avez vu parler au début. La série, d'un point de vue réalisation, je la trouve folle. L'image est superbe. Les acteurs sont vraiment top. Ils ont fait des super castings. Souvent beaucoup de second rôle, hein, mais d'excellents comédiens. Et puis ça passe tout seul. Les 10 épisodes passent tout seul, je trouve. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette série. Ouais, une grande série de grande qualité à voir pour pareil, de la même façon, hein, ceux qui n'aiment pas les westerns pourront regarder Deadwood, ceux qui n'aiment pas les sujets sur la romantique ou le type péplum pourront regarder Rome. Et pareil, ceux qui n'ont jamais vu ou pensent qu'ils ne pourraient pas aimer
des films ou séries qui relatent la Seconde Guerre mondiale doivent regarder Band of Brothers. Parce qu'en fait, c'est sur un aspect humain, en fait. Vous n'allez pas regarder une série qui va vous expliquer comment l'armée française a combattu l'armée nazie, c'est pas, ou l'armée américaine a combattu l'armée nazie. C'est pas du tout le propos. Le propos, c'est comment, par exemple, un gamin qui vit à la base au fin fond du Texas, ou je sais pas, qui sort à peine de l'école, on le prend, on le met dans un pays étranger et on l'envoie faire une guerre qui se passe pas chez lui déjà. Et donc voilà, ce serait plus ça le thème. On est plus sur des gamins qui se retrouvent à faire la guerre, qui se retrouvent enlisés des fois dans des endroits en France, ou voilà. Et c'est vraiment le côté humain, en fait, qu'il y a dans Band of Brothers. Donc après, que ce soit la guerre ou pas la guerre, après c'est intéressant parce qu'on voit des éléments historiques quand même, hein. Je ne sais pas si c'est parfaitement suivi de ce qui s'est passé, mais en tout cas, on voit des éléments de la guerre dans la série. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le côté humain dans la série. C'est beau. C'est beau, hein. La prochaine série. La prochaine série, c'est le bon vieux temps où on pouvait fumer et picoler dans le bureau pendant qu'on travaillait. T'allais dire pendant que la secrétaire était en train de travailler, plutôt. C'est ça, exactement. Série, c'est celle-là, Mad Men. Une série, une de mes séries préférées. Mais pour toutes ces séries-là, j'y tiens beaucoup, mais c'est une série préférée qui relate en fait une période qui se déroule entre la fin des années 60 et le début des années 70 dans New York. Et on suit le personnage de Don Draper, qui est un publicitaire. Donc toute la série se déroule dans le milieu de la publicité. On voit comment ils nous vendent que la cigarette est bonne pour la santé. C'est la grande période publicitaire aux États-Unis, hein. Là, ils étaient à fond. Là, il y avait de quoi faire. La publicité cartonnait. La com était mise en avant dans ces années-là. Et donc, je pense pas me tromper en disant que toute la série tourne autour du personnage joué par Jon Hamm, Don Draper, qui est un personnage qui se révèle être mystérieux de par son passé. Et on suit en fait l'ensemble de l'agence publicitaire et donc toutes les personnes qui gravitent autour de lui et qui veulent parfois le bouffer, parfois l'aider. Donc voilà, c'est une super série. Puis ça traite d'une époque complète, hein, du coup. Ça traite un peu des femmes dans ces années-là, enfin la vision de la femme. Ça traite de plein de choses de cette époque-là. On est aussi encore sur le côté humain, en fait, hein, des personnages qui sont très bien écrits et les relations entre les gens qui sont sur une époque, on part sur les années 70, donc il va bientôt y avoir du changement. Le changement commence à se faire sentir aussi. Tu disais que donc il y avait Jon Hamm, qui est un excellent comédien que je trouve, enfin pour moi qu'on voit pas assez. Mais voilà, qui avait une espèce. Je me souviens quand tu avais vu la série, pour la petite histoire, tu m'avais dit c'est une sorte de George Clooney. Voilà, je sais plus si tu m'as peut-être même dit mieux que George Clooney, mais voilà, on est sur un charisme un peu comme ça. Et c'est aussi l'apparition, enfin en tout cas la découverte de Elisabeth Moss, qu'on retrouve par la suite dans La Servante écarlate pour les séries télé, ou sinon qu'on retrouve aussi au cinéma comme dans Invisible Man par exemple, donc qui est une excellente comédienne et qui là dans la série au départ a l'air d'être un petit rôle, voilà, un peu discret, mais qui prend de l'ampleur et qui a un vrai personnage intéressant dans la série. Effectivement, on parle de l'époque, donc fin des années 60. Il y a pas mal de sujets sociétaux, donc sans parler le fait qui fumait, qui buvait dans les bureaux, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Mais effectivement, c'est la place de la femme. Effectivement, au début de la série, on voit que la majorité des femmes sont des secrétaires, et on voit l'évolution et l'évolution de la société à travers les personnages. Donc, tu parlais d'Elisabeth Moss, mais il y a aussi Christina Hendricks, qui elle est un peu montrée un peu comme un objet sexuel, un peu qui est tout à fait mémorable. Ouais. Donc, et à noter que Netflix récemment, Mad Men est arrivé sur Netflix et ils ont censuré un épisode dans lequel il y avait un blackface qui est réalisé par le personnage de Roger Sterling, qui est un des boss en fait de l'agence publicitaire. Et dans la série, on voit très bien que c'est montré pour justement critiquer en fait le fait qu'il ait fait une blackface. C'est-à-dire on voit Don Draper qui tire la gueule ou qui le regarde en disant quel gros débile. Mais Netflix a pris ce choix-là, ils sont revenus en arrière depuis, de censurer l'épisode.
La débilité de la cancel culture, parce que même, je vais même aller plus loin, même si c'était pas critiqué dans la série, mais juste montré, c'est une série qui parle des années 60. Si dans les années 60, des gens faisaient des blackface, on peut montrer des gens qui font des blackface dans les années 60. C'est quelque chose qui existait. Donc, on va pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a rien de plus stupide que de faire comme si ça n'avait pas existé. Dans ce cas-là, on arrête de parler de l'esclavage, quoi. Et oui, voilà. Non, mais c'est absurde. Et sur les histoires de blackface, par exemple, ça n'a pas été fait, je pense. Mais le premier film parlant, c'est un film qui s'appelait le Jazzman. Non, ou le chanteur de jazz. Le chanteur de jazz. Et dans le film, c'est un acteur blanc qui se maquille en noir pour être pris dans une boîte de jazz. Ça veut dire que si tu faisais un film où tu parles de ça, tu ne pourrais pas mettre des images de ça parce qu'il fait un blackface. Ce qui est absurde, en fait. Si à l'époque c'était comme ça, tu montres ce qui était à l'époque. Que maintenant quelqu'un fasse un blackface et que ça choque, ok. Mais là, on parle d'une série, c'est quelque chose qui se passe dans les années 60. Un gars dans les années 60 fait un blackface. Il n'y a rien de... Bon, voilà, c'est la débilité de la cancel culture. Mais bon, s'ils sont revenus en arrière déjà, c'est... Oui, ils sont revenus en arrière parce que les gens ont gueulé. Donc, je sais pas, il y a eu 5 ou 6 saisons, je crois. Effectivement, ça se déroule sur un peu plus d'une dizaine d'années, je pense. Et une série incroyable. Une série incroyable. Alors, c'est sûr, il n'y a pas obligatoirement d'action, mais elle est tellement bien écrite et le personnage de Don Draper est tellement charismatique qu'il faut la regarder. Et par rapport à la retranscription de l'époque, si vous étiez un petit peu curieux, déjà c'est hyper intéressant de voir un peu ce qu'ils ont fait avec l'époque. C'est assez dingue, on se retrouve bien happé dedans en fait. On passe à la série suivante qui est The Shield. Youpi. The Shield, série policière qui raconte l'histoire d'une brigade, une petite brigade de 4 personnes, à la base ils sont 4, ouais, qui travaillent dans les quartiers les plus malfamés de Los Angeles sur tout ce qui est trafic de drogue et tout, et c'est une petite brigade qui en fait, on a un peu des anti-héros en fait, on a des flics qui gèrent leur quartier, mais en faisant copain-copain parfois avec certains malfrats. Les malfrats qui chopent, ils ont la main lourde des fois sur eux. Enfin voilà, c'est pas ils suivent pas des règles. Enfin, ils suivent les règles à leur manière, on va dire. C'est une série assez violente qui est Tournée à l'épaule, caméra à l'épaule. oui, beaucoup caméra à l'épaule. En tout cas, surtout quand il y a des courses-poursuites dans les rues et tout ça, on est beaucoup caméra à l'épaule. Au niveau des acteurs, vous pourrez retrouver Walton Goggins, que vous avez vu, entre guillemets, parce qu'il est masqué, donc on le reconnaît pas trop, mais dans Fallout, dernièrement. En second rôle, vous avez un acteur qui s'appelle Kurt Sutter, qui est en fait le créateur de Son of Anarchy aussi. Alors je précise ça parce qu'en fait dans Son of Anarchy, pour ceux qui l'ont vu, vous revoyez sur certains épisodes une partie du casting en fait de The Shield. Je pense que c'est des potes en fait. Notamment Walton Goggins qui fait un transsexuel de mémoire et l'acteur qui joue Lem aussi, qui a un rôle un peu plus long d'ailleurs que dans Son of Anarchy. Je sais plus le nom de l'acteur, mais... Et sinon dans la série, très important, en tout cas c'est parce que c'est marquant, vous avez une saison où vous avez Glenn Close, actrice de cinéma, qui est absolument excellente dans le film, qui arrive pour être un peu à la tête de la brigade, et qui est excellente. Et vous avez, tout aussi excellent, Forest Whitaker, qui est absolument superbe dans la série, un jeu qui se joue entre lui et le patron de la brigade. Voilà. Donc c'est une série musclée, on va dire, assez violente, sur la drogue, sur des ripoux. C'est une série qui a une des saisons m'a moi marqué. C'est une des pires saisons que j'ai eues, où ça m'a mis une grosse claque et je me suis dit, mais je vais jamais réussir à attendre la prochaine saison. Voilà. Ouais, c'est une série sur les rapports de force, quoi. Les rapports de force entre police et citoyens, police gangster et police. C'est-à-dire que effectivement, le personnage de Vic Mackey, son côté sympathique est quand même un peu bien pourri, et certains souhaitent que ça se termine, donc il y a beaucoup de rapports de force et de tensions dans la série. T'as raison sur un truc, c'est l'ambiguïté aussi des personnages en fait. L'ambiguïté est hyper importante parce qu'on passe son temps à se dire j'ai envie qu'il s'en sorte et après il mérite de se faire choper, j'ai envie qu'il s'en sorte, voilà, on passe son temps à faire ça. Et sinon, c'est aussi intéressant de voir le côté faut suivre les règles, mais quand on suit les règles, est-ce que vraiment
est-ce qu'il y a vraiment une efficacité. En même temps, on peut pas non plus déborder des règles et faire n'importe quoi. Et eux, ils sont un peu là-dessus. Même, bon, ils ont tendance à tirer plus vers le côté pas de règles, mais on a différents personnages, hein. Il n'y a pas que eux dans le commissariat, et on a différents personnages qui sont plus stricts, qui sont plus carrés, qui réussissent à avoir des choses qu'eux ne sont pas capables d'avoir, et en même temps, des fois, font appel à eux parce qu'ils savent que ça va aller plus vite, même si c'est pas très légal. Ben voilà, on est sur un truc comme ça, un peu sur comment gérer ce genre de choses, ce genre de quartier compliqué, en restant droit. Je sais pas si tu en as parlé du personnage de Claudette, joué Non. par Cissy H. Pounders. Du coup, j'y ai pensé au moment où j'ai dit il y a des gens qui sont plus carrés et qui essaient de gérer sans déborder, mais en effet, il y a le personnage de Claudette. Ouais, qui a un rôle, je trouve, très important et qui est super intéressant, en second rôle, on va dire, tout au long de la série, je crois. Oui. Et qui a quand même si elle est hyper carrée et qu'elle veut toujours respecter la loi, il y a pendant la série, il y a des petits moments de faille où même elle est un peu perdue quand même. Les personnages sont bien écrits, donc ils sont assez humains. Autant il y en a, c'est des vrais cons, et puis voilà, ils restent là-dessus. Autant il y en a certains qui essayent de se placer, qui veulent rester droits, mais qui des fois se disent, bon, peut-être qu'on peut faire un petit écart une fois. Et en même temps, voilà, on suit cette brigade qui, elle, a plutôt tendance à faire des écarts. Ok, série, donc on a dit série datant, je sais pas si on l'a dit, série datant de 2003 et toujours, qui n'a pas vieilli. Non, toujours speed, toujours. Déjà, il y a un bon rythme, les personnages sont des gros personnages de caractère. Voilà, donc non, ça n'a pas vieilli, ça a pas vieilli. Et il y a une qualité d'image un petit peu crado, mais qui est bien en fait, qui correspond un peu au quartier où ils sont voilà, à la vie qu'ils mènent. Série suivante, alors je regarde, on arrive dans Breaking Bad. On arrive dans les 3 derniers. On Ouais. est sur le podium. Donc autant dire, mais même globalement, on va dire peut-être les 5 premiers, c'était compliqué. On n'a pas vraiment fait d'ordre parce que c'était un peu vague. C'était compliqué de mettre un ordre. Ouais, ragez pas ceux qui pensent que Breaking Bad est la meilleure série de tous les temps. On l'aime aussi, hein, cette série. Mais oui. Elle aurait pu être première aussi, ou deuxième, on sait pas trop. Là, c'était compliqué. Donc Breaking Bad. Globalement, je pense aussi que c'est une série, les gens, même s'ils l'ont pas vu, ils en ont entendu parler. Tout le monde n'aime pas Breaking Bad. J'ai entendu, il y a des gens qui ont du mal à se mettre dessus par un rythme peut-être un peu lent au départ, qui est pas si lent que ça en fait, mais on est plus sur la construction des personnages. Donc voilà. Par contre, c'est une série qui se pose pour développer les personnages, pour laisser des moments de dialogue entre les personnages, pour créer des liens entre les personnages. Ils vont pas courir pendant toute la série dans tous les sens. Donc Breaking Bad, c'est l'histoire d'un prof de chimie qui habite au Nouveau-Mexique, qui a une femme, un enfant et bientôt un deuxième enfant, un mec lambda, petite vie tranquille, qui apprend qu'il a un cancer et qui recroise un de ses anciens élèves qui est devenu qui fait plus grand chose à part du trafic de drogue, et qui se met dans l'idée que peut-être de par le trafic, il pourrait faire beaucoup d'argent et en mettre de côté pour sa famille dans l'optique où il décéderait de son cancer. Sauf qu'à la base, c'est vraiment un mec lambda, petit prof de chimie. C'est vraiment pas un gangster du tout, il n'est pas du tout dans un état d'esprit de gangster. S'il veut aller vers ça, c'est juste dans une optique de survie pour sa famille. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que c'est à l'opposé de lui à la base. Oui, c'est ça, c'est qu'il a un métier de merde, enfin un métier pas obligatoirement de merde, mais un métier sous-payé. Sa femme est enceinte et son fils, je ne crois pas que tu aies précisé, il est handicapé. Donc voilà, il est vraiment dans le... Et puis bon, ça, plus son cancer par-dessus, c'est vraiment l'optique de survie. Ouais. Et alors, je crois on le prend peut-être pas tout de suite, mais c'est pas un spoil de ouf. Et il y a aussi, c'est aussi un personnage qui a une sorte de frustration du fait donc qu'il a eu une petite vie et qui va certainement mourir et laisser sa famille sans argent. Et il a une petite frustration qui vient du fait que, et ça on verra plus tard un peu dans la série, qu'en plus potentiellement il aurait pu être riche, mais il l'est pas. Et donc il y a aussi cette frustration, je pense, qui joue, où il se dit, faut que je trouve un moyen pour faire de l'argent pour ma famille parce que je suis déjà passé à côté. Et que puis peut-être un peu son côté un peu homme mâle en fait basique, qui se dit, je suis chef de famille et je peux pas laisser ma famille sans un sou après ma mort, quoi. Donc série avec l'excellent Bryan Cranston, que on connaissait déjà, mais alors sous un autre jour totalement, puisque c'est le père dans Malcolm, la série Malcolm. Donc comme je disais sur Steve Carell, là quand on a vu Malcolm et Breaking Bad, on comprend que Bryan Cranston, globalement, on peut lui donner beaucoup de choses. Hein. Là, il fait un grand écart qui est assez hallucinant. Et aussi l'excellent Aaron Paul, pour moi, on voit vraiment trop peu, parce que dans Breaking Bad, il est énorme.
Parce qu'on parle beaucoup souvent de Bryan Cranston, mais il y a un vrai duo en fait, hein. Vraiment le lien entre les deux personnages et les deux acteurs, les scènes, je pense que les scènes les plus grandes de la série, c'est les confrontations entre eux, les scènes entre eux, quoi. Ils sont énormes. Et je mettrai aussi quand même en avant Anna Gunn, qui joue la femme de Bryan Cranston et que je trouvais excellente dans la série. Et avec des seconds rôles tout aussi qualitatifs. Je pense à Bob Odenkirk, à Giancarlo Esposito et à Jonathan Banks. Ces trois seconds rôles, on les voit, j'ai l'impression qu'on les a revus pas mal. Jonathan Banks, surtout dans des séries, mais Giancarlo Esposito dans des films, il me semble. Ouais. Alors Giancarlo Esposito, c'est surtout que j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais en fait, ça fait longtemps qu'il a une carrière puisque il y a des photos de lui sur un très vieux clip de Mylène Farmer. Donc ça fait quand même longtemps qu'il fait des choses, mais je pense que Breaking Bad lui a fait voilà, l'a fait exploser. Et sinon, quand même à citer, parce que là, si on le dit pas, on va se faire défoncer par certains, et j'ai quelqu'un en tête. Il y a la série Better Call Saul qui vient, enfin en tout cas qui est en parallèle après de Breaking Bad, et qui est une série qui est une des plus marquantes et qui a eu pas mal de récompenses. Je dis que ça parce que je l'ai toujours pas vue, donc je veux pas dire qu'elle est fabuleuse, mais apparemment qui est vraiment très très bonne. J'ai même vu. On m'a dit que c'était peut-être abusé, mais j'ai même vu des classements où elle est mieux classée que Breaking Bad, elle est devant Breaking Bad. On va dire que peut-être à peu près au même niveau, mais Better Call Saul est une série du coup à voir suite à Breaking Bad. Oui, avec qui en rôle principal, on retrouve le personnage de Saul Goodman, donc l'avocat véreux joué par Bob Odenkirk, et c'est une très bonne série. C'est une très bonne série. Ok, donc on passe à l'avant-dernière série de ce classement et on arrive sur The Wire, pour le nom français, Sur écoute. Alors que dire de cette série Donc créée par David Simon et George Pelecanos. Donc David Simon, un ancien journaliste qui a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Homicide. Où il a passé un an en tant que journaliste auprès de la brigade criminelle, voilà, dans lequel il a passé un an dans la brigade criminelle de Baltimore. Et il a écrit un second livre sur Baltimore qui est The Corner, qui lui a plus un côté social, qui explore en fait un quartier défavorisé de Baltimore. Et en fait, quand on mélange ces deux livres, plus son expérience à lui, parce qu'il a vécu à Baltimore, il exerçait en tant que journaliste à Baltimore, on se retrouve avec The Wire, qui est considéré par beaucoup comme étant une des meilleures séries de tous les temps. Ouais, dans pas mal de classements, les premières. Ce qui était une raison pour pas qu'on la mette première, c'était pour faire un peu différent. Exactement. Donc cette série a eu 5 saisons, et la particularité de cette série, c'est qu'elle est très réaliste. Elle est vraiment très très réaliste, c'est-à-dire que les extérieurs sont les rues de Baltimore. On retrouve des décors qui ne sont pas en fait des décors parce qu'ils sont c'est l'environnement de Baltimore. On est dans la guerre contre le trafic de drogue, c'est l'objet de la première saison. Et en fait, toutes les saisons vont aborder des thèmes différents, mais tout en gardant la même base de personnages, qui est énorme. C'est-à-dire qu'on commence avec la brigade criminelle de Baltimore. Ensuite, on passe sur le côté un peu, sur la deuxième saison, sur la partie sociale, sur les docks, sur la partie syndicale, sur les docks de Baltimore. La saison 3, on est plus sur la politique et le pouvoir en général. C'est-à-dire que le pouvoir, ça s'étend à la police, à la direction de la police, et qui redescend ensuite sur les policiers. La quatrième saison, quant à elle, est sur l'éducation et sur la jeunesse en général. Et enfin, la cinquième saison, c'est tout ce qui est lié aux médias. Donc on retourne sur la base même de David Simon, qui est le journalisme. Et dans ces 5 saisons, on retrouve principalement les mêmes personnages qui sont plus ou moins exploités selon leur rôle. Mais ça forme un univers qui est ultra large, ultra inventif et ultra intéressant. Comme tu disais, c'est très réaliste, donc du coup, il faut savoir aussi que c'est une série où ça parle aussi. C'est pas que de l'action, c'est pas que des gars qui se courent après et qui se tirent dessus. Le côté réaliste est intéressant parce que pour vous donner une idée, par exemple,
dans une série basique, des flics qui sont dans leur voiture en train de faire une surveillance. On les voit commencer la surveillance, il y a un fondu et on les voit à la fin de la surveillance. Là, dans The Wire, on verra l'intérêt aussi de la surveillance, donc on restera un peu avec eux, on les verra discuter, on les verra préparer les choses. Tout ça, c'est intéressant en fait, mais du coup, c'est une série où il faut un peu se poser. C'est une série qui part dans tous les sens, mais qui est hyper intéressante, hyper réaliste, comme tu disais. Sinon, sur la série, je crois que moi, j'avais découvert Idris Elba sur cette série que je connaissais pas avant. Pareil. Vous avez Dominic West, qui est là, le personnage principal de la première saison, qui est un acteur que vous avez retrouvé entre autres dans la série The Crown. Et vous avez aussi Michael G. Williams, qui joue le rôle d'Omar, qui est un personnage qui est un peu différent, je trouve, dans la série, parce qu'il va où il veut. C'est le personnage qui va où il veut, qui fait un peu ce qu'il veut. Donc c'est une espèce de... Voilà. Et le personnage est hyper marquant. C'est un acteur moi, j'aurais bien voulu voir plus, qu'on n'a pas vu beaucoup plus, et qui, du coup, maintenant est décédé, donc on le verra pas plus. Si tu veux le voir beaucoup, il a un rôle très très important dans la série Boardwalk Empire, que je vous invite à regarder, et je pense dont on parlera, vu que c'est la décennie suivante dans un autre top. Donc en termes d'acteurs, on voit aussi Lance Reddick, qu'on voit aussi, qui est un habitué des séries. Là, il y a des visages qu'on a déjà vus en fait. Après, j'ai pas obligatoirement les noms, mais c'est des castings qui sont hyper intéressants aussi. Par curiosité, parce que comme tu l'as dit, c'est un journaliste quand même qui a écrit l'histoire. Donc les informations sont quand même assez justes, je pense. Donc même par curiosité pour voir le fonctionnement des choses autour d'un trafic de drogue, c'est hyper intéressant de voir comment les policiers peuvent travailler, comment ils peuvent travailler sur les écoutes, comment les médias peuvent arranger les choses, comment les politiciens des fois peuvent être mêlés à ce genre de choses, comment les gamins qui sont à l'école peuvent être récupérés par les trafiquants pour travailler pour eux. Voilà, chaque saison récupère ça et c'est hyper intéressant de voir comment les choses se goupillent un peu, quoi. Oui, c'est un instantané d'une sorte de déchéance des États-Unis à travers le prisme de la ville de Baltimore. Et effectivement, si vous regardez la série et que vous faites un parallèle avec ce qu'en France on pourrait vivre, vous retrouverez beaucoup de choses. Oui, d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est pas vraiment fait rire, mais dernièrement j'ai entendu des personnes qui parlaient de trafiquants en France, qui avaient mis leur canapé devant la cité et qui posaient leurs fesses sur le canapé, ce qui est très drôle puisque c'est un élément de The Wire, qui était un élément réaliste, puisque en fait dans la première saison, quand ils surveillent les trafiquants qui sont sous surveillance sont assis sur un canapé au milieu de la cité, et il s'avère que ce canapé au milieu de la cité était vraiment à des trafiquants, en fait, ils ont dealé avec eux, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais les trafiquants avaient accepté qu'ils tournent sur leur canapé. Donc c'est un truc qui existait à l'époque de The Wire, et qui malheureusement, ce genre de truc arrive, donc on sent qu'il y a des éléments qui arrivent chez nous, là, on est bien dedans, là, donc... Elle est d'autant plus d'actualité, on va dire. Ouais. Et un autre exemple, c'est dans la saison 4, en termes d'éducation, où en fait il est question de subventions données à des établissements en fonction des résultats. Et donc il y a une loi qui était passée aux États-Unis qui disait que plus les établissements avaient des bons résultats, plus les subventions étaient conséquentes. Et du coup, les enseignants, les directeurs d'établissement sont arrivés à dire aux enseignants apprenez directement les questions qu'il y aura à l'examen aux élèves sans apprendre les leçons vraiment. Donc voilà, on arrive à des énormités qu'on retrouve aujourd'hui en France dans certains sujets, notamment au niveau de l'éducation. Donc voilà, donc si vous voulez avoir une excellente série avec d'excellents personnages, une série assez réaliste sur tout ce qui tourne autour du trafic de drogue, c'est celle-ci, voilà, c'est la meilleure. Le trafic de drogue et le pouvoir en général qui tourne autour de ça, quoi. Enfin, en fait, tout tourne autour de l'argent et des rapports de force. Et beaucoup de gens sont mouillés. Tout à fait. On passe à la dernière série. Donc la dernière série, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on en a parlé sur notre vidéo sur le pingouin. La dernière série, ce sera Les Sopranos. Youpi. Série avec James Gandolfini. La série raconte l'histoire de Tony Soprano, qui est un chef d'une mafia de New Jersey, donc proche de New York, mais c'est un peu la banlieue un peu profonde, qui fait une crise de panique un jour
et qui se retrouve en fait à aller consulter une psychiatre pour voir d'où viennent ces crises de panique qui deviennent de plus en plus fréquentes. Donc on est dans une série de mafia, mais pas trop, dans laquelle tout tourne et toute la pression est concentrée sur Tony Soprano, qui est dans une situation mentale qui est faible au début de la série. Pour te suivre sur le fait que Tony Soprano va avoir un psy, juste pour info, on est sur la même idée que le film Mafia Blues de Harold Ramis. Et les deux sont de 1999, je crois. Donc je ne sais pas qui a copié sur qui. Je ne sais pas si un scénar s'est baladé dans les studios et qu'il y a quelqu'un qui a jeté un œil. Mais on est sur la même idée de base, sauf que Mafia Blues tire vraiment plus sur l'humour. Dans Les Sopranos, il y a de l'humour aussi, mais on est aussi sur du drame et de l'humour. On est sur un truc un peu plus sérieux quand même que Mafia Blues, mais c'est vrai qu'on part sur une idée qui est un peu identique. Sinon, je disais, on en avait parlé sur le Pingouin, parce que ceux qui ont vu le Pingouin, autant dire qu'ils sont beaucoup inspirés des Sopranos, même sur le personnage en lui-même. Et sinon, je voulais préciser qu'il y avait aussi l'actrice qui joue sa femme, Eddie Falco, qu'on retrouve en gardienne de prison dans la série Oz, dont on a parlé dans le top 90. Oui, que vous retrouverez ici, sous forme de petite fiche en haut de l'écran. C'est ça, et qui est excellente. Donc si, alors là, c'est vraiment le truc qui ne sert à rien, mais je vais quand même le dire. Pour les fans de Lady Gaga, sur la saison, je sais pas, 5 ou un truc comme ça, vous avez 2-3 épisodes avec Lady Gaga qui doit avoir genre 18 ans. D'accord. Voilà, ouais. Okay. En fait, c'est une copine du fils. Sur 1 ou 2 épisodes, vous la voyez. Du coup, regardez la série, comme ça, vous verrez à la fin de la série Lady Gaga sur un épisode. Voilà. Non, mais casting exceptionnel, enfin beaucoup d'Italo-américains. On est vraiment sur tout ce qui tourne autour de Tony Soprano, et quelle difficulté pour un acteur comme James Gandolfini, qui avait rien fait jusqu'à présent, de se retrouver dans ce rôle-là tout au long de 6 saisons. D'ailleurs, psychologiquement, il a eu beaucoup de mal. Il s'est transformé peu à peu en son personnage. Moi, James Gandolfini, je ne l'ai pas découvert sur Les Sopranos. En fait, je l'avais déjà remarqué sur un second rôle dans le film True Romance, où il joue un homme de main, où il est excellent. On ne le voit pas tout le temps dans le film, et quand on le voit, honnêtement, il crève l'écran. Donc dans True Romance, si vous l'avez pas vu, regardez True Romance, sinon si vous vous souviendrez peut-être de lui. Et voilà. Et donc on voyait déjà, ça devait être en 93-94, et donc en effet là en 99, il a le premier rôle de cette série, où il est dans tous les termes énorme. Oui, et je crois qu'il a joué dans tous les épisodes, il me semble, de la série. Et à noter que l'actrice qui joue la psychiatre, c'est Lorraine Bracco, qu'on a vu dans Les Affranchis. Ouais, c'est marrant parce que du coup tu me donnes une transition. Voilà, je t'en prie. Pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui aiment Les Affranchis, qui aiment The Irishman, qui aiment les films de mafia un peu à la Scorsese, si vous n'avez pas vu Les Sopranos, c'est juste incompréhensible. Voilà. Déjà, pour ceux qui ont aimé ces films-là, Les Sopranos, c'est obligé. Parce qu'on est vraiment quand même dans cette optique-là. On est vraiment proche du côté italo-américain, mafia italo-américaine à la Scorsese, quoi. Dis-toi que je n'ai pas vu Les Affranchis encore. C'est hallucinant. Il faut que tu vois Les Affranchis. Le film est absolument énorme, et en plus, tu adores Les Sopranos. Je peux le faire dans l'autre sens. J'ai dit ceux qui aiment Les Affranchis, c'est con de ne pas voir Les Sopranos, mais ceux qui aiment Les Sopranos, c'est con de ne pas avoir vu Les Affranchis. Je sais ce qu'il me reste à faire. Ouais. Sur la plateforme Max, il y a un documentaire qui s'appelle Wise Guy, et qui est en fait une interview de 3 heures du créateur des Sopranos, et on en apprend énormément sur la série. Il vaut mieux bien sûr avoir vu la série. On apprend beaucoup sur la série, pourquoi il l'a écrite, et ça risque de vous surprendre ou pas trop quand on voit les différents personnages qui gravitent autour de Tony Soprano, notamment la mère, la sœur. La mère qui est je sais pas par qui elle est jouée, mais c'est une actrice exceptionnelle, et la sœur qui est Aïda Turturro, qui est vraiment juste une tête à claque dans la série. Donc toute la famille, tous les proches de Tony Soprano, que ce soit pour son boulot officiel, parce qu'il est censé gérer le traitement des déchets, je crois. Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, juste pour ajouter juste une petite phrase, qui est du coup quelque chose d'assez réaliste, puisqu'en effet, il y a déjà des mafieux, des vrais mafieux américains, new-yorkais ou en effet dans le coin, qui avaient fait ce genre de choses. Quand c'est pas des laveries, c'est le traitement des déchets. Voilà, donc il est très bien entouré avec, moi je citerai Michael Imperioli, qui joue Christopher Moltisanti, qui est excellent et qu'on retrouvera en guest dans The Office. Et Steven Van Zandt, et pareil sur Max, il y a un documentaire sur Steven Van Zandt qui est, malgré son nom, qui est bien italien, qui a des origines italiennes, et qui surtout, avant de faire la série, était une rockstar du même niveau que Bruce Springsteen. D'ailleurs, ils jouaient ensemble à leur début. Et c'est très intéressant parce qu'on voit sa vie avant Les Sopranos et sa vie après Les Sopranos. Et deux documentaires que je vous invite à regarder si vous avez vu Les Sopranos pour enrichir un petit peu la mythologie autour de cette série. Dernière chose sur les acteurs, vous retrouverez donc aussi Joe Pantoliano qui joue Cypher dans Matrix. Voilà. Et Steve Buscemi. Que dire de plus? Parce que... c'est à voir. Mais alors là, je vais dire un truc sur la totalité de notre liste. Je pense que toute la liste est vraiment à voir. Là, on a un truc qui est... En fait, c'est une des listes les plus compliquées et les plus faciles à faire. C'est-à-dire que dès qu'on s'est dit on va faire une liste, on avait déjà facile 10 séries tout de suite qui sont venues. Le problème après, c'est qu'on en avait un peu plus et donc on s'est dit on va pas en mettre trop non plus, mais c'est pratiquement impossible à faire du tri, en fait. Donc vraiment, là, on est sur que des séries énormes. Vraiment que des séries énormes. On est sur 14 séries de qualité. Comme le disait Greg, cette décennie 2000-2009, c'est une décennie charnière pour les séries télé. Quand on voit la liste qu'on vient de dérouler, qui dirait le contraire? Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient des séries dans cette liste qu'ils adorent, parce que ça arrive des fois, ils se demandent pourquoi ces séries n'ont pas eu autant de prix que ça à l'époque. En fait, regardez qui était en face. Ça explique. Parce que là, quand vous vous retrouvez, je ne sais pas si ça a eu lieu, mais si vous vous retrouvez avec Les Sopranos face à Battlestar, face à Breaking Bad, c'est pas exactement la même époque, donc il n'y a pas eu ça, mais je veux dire, quand vous vous retrouvez dans des trucs où vous avez 3-4 séries comme ça, au niveau des prix, ça devient compliqué. Il y a un moment, il y en a, elles auraient mérité des prix, mais elles en ont pas eu. Parce que là, à l'époque, c'était un truc de dingue. C'était un truc de dingue, c'était vraiment ce qui se faisait le mieux. Tout à fait. Et aujourd'hui, peut-être se poser la question inverse. Pourquoi certaines séries gagnent des tonnes de prix? Peut-être parce qu'en termes de concurrence, il n'y a pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc je ne pointe pas du doigt du tout Shogun ni The Bear, qui sont malgré tout des séries de très bonne facture. Mais peut-être que ces séries-là, si elles avaient été là, en face des Sopranos, en face de Breaking Bad, en face de tout ça, elles auraient peut-être eu moins de prix. Peut-être. Sur ces belles paroles que je vous invite à commenter si vous n'êtes pas d'accord, même si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre top 15, 20, 25, 30. Ouais, sur cette décennie, c'est compliqué. Par rapport aux séries qui vous ont marqué durant cette période. Donc mettez-nous ça en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, évidemment. Et sur ce, on se retrouve très bientôt. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Greg? Non, je vais redire, pensez à liker, à vous abonner, parce que pour le référencement, après nous, ça nous aide, et ça permet de montrer un peu plus à un peu plus de gens les vidéos. On est d'accord. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée, peu importe qu'il soit jour ou nuit, et Greg, je te dis à bientôt. À bientôt. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.